Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Okay, so hello to everybody. Bonjour à tous. Bienvenue au Sommet international pour l'éducation du futur. C'est un sommet extraordinaire qui rassemble 60 orateurs du monde entier qui partagent leur intérêt pour un meilleur avenir pour les enfants et l'humanité. Et je suis très heureuse de vous présenter, après cette journée très riche, Denise Scotto. Denise est une avocate qui travaille aux Nations Unies à New York et elle est également ministre par intérim et elle travaille pour l'humanité. Son influence sur les droits de l'homme est un travail extraordinaire. Et donc, nous nous réjouissons de l'écouter. Elle a toujours été la voix des innocents, des opprimés, des femmes, des enfants. Elle a toujours travaillé pour un monde meilleur et pour la paix dans le monde. Elle a fait beaucoup de choses. Denise, vous allez nous en parler. Actuellement, elle est présidente du comité de la Journée internationale du yoga aux Nations Unies, qui est un partenaire officiel du sommet. Et aujourd'hui, elle va nous dire comment éduquer avec la règle d'or. Comment est-ce que cela peut nous permettre de vivre en harmonie avec notre précieuse planète, nos compagnons, les animaux et toute vie. Donc, Denise, je suis très heureuse de vous donner la parole. Merci Sabine, merci Abel.
C'est génial d'être ici avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et ici, je vais parler en ma capacité. Je vais vous dire que cela m'a touchée et que vous me contactiez pour ce sommet. Et au nom de la Journée internationale du yoga aux Nations Unies, nous sommes très heureux d'être partenaires de ce sommet parce que c'est un sommet particulier. Et l'un de nos objectifs, l'un de nos conseillers aux Nations Unies, Zamling Cho-Tapken, il nous rejoint comme orateur. Il vient du Chili pour nous rejoindre et j'espère que nous allons pouvoir l'écouter. Je suis très heureuse qu'il nous ait rejoints ainsi que plusieurs membres de la Journée internationale du yoga qui vont nous rejoindre. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Comme nous le savons, et je vais essayer de garder ma voix un petit peu plus calme, nous avons des personnes qui essayent de traduire, qui n'essayent pas, qui traduisent simultanément ce qu'on dit. Et donc, comme on le sait, l'éducation est un outil très puissant. Il change la vie des gens. Et l'éducation peut sortir les gens de la pauvreté. L'éducation permet d'avoir une vie totalement différente de celle que la famille, que la génération d'avant a eue. Et je sais cela très bien étant donné la situation de ma famille, comment l'éducation a été l'outil pour créer une transformation dans ma famille et dans ma vie. On sait également que l'éducation va permettre de prendre de meilleures décisions pour soi, pour ceux qui nous entourent. Et lorsque l'on parle de l'éducation dans le contexte de quelque chose de plus large, comme des structures que nous connaissons, par exemple, comme les Nations Unies ou d'autres organisations gouvernementales ou d'autres institutions, on sait que cette idée de discernement, c'est quelque chose de puissant parce que cela permet de prendre de meilleures décisions pour le bien commun. Et c'est là où je veux en venir quand je parle d'éducation. Alors, en ce qui concerne mon expérience, je pense que ce dont Abel a parlé, c'est quelque chose qui est très important parce que je pense que beaucoup des orateurs, beaucoup des participants à ce sommet sentent et comprennent que l'éducation est un processus de vie. On apprend les uns des autres, on apprend de nos compagnons, les animaux, peu importe le temps qu'ils restent avec nous. Et on ne doit pas avoir d'animaux de compagnie pour comprendre les animaux. Il suffit de regarder par la fenêtre, on voit les oiseaux, comment ils interagissent entre eux. C'est une leçon facile à comprendre. Si vous regardez, si vous allez dans une zone naturelle, cela ne doit pas être une forêt ni une réserve, il suffit de regarder une fleur. Et regarder une fleur nous dit tellement de choses sur le cycle de la vie et sur la beauté de la vie. Si on cultive des légumes, des fruits, cela nous donne énormément de sagesse. Il y a tellement de choses à apprendre là-dedans. Ce n'est pas simplement l'éducation des gens, c'est comment nous pouvons comprendre notre interdépendance, la connexion avec l'environnement qui nous entoure. Voilà, je vais vous laisser avec ça parce que je pense que on a entendu énormément de choses des orateurs d'aujourd'hui, notamment celles qui s'occupaient des abeilles. Et puis Abel nous a parlé également de ce fil rouge, à savoir de s'écouter et de la synchronisation, de la résonance. Il y avait beaucoup, en effet, de synchronisation entre les différentes présentations, de points communs.
Alors, en ce qui concerne mon contexte professionnel, j'ai été impliquée dans l'éducation de manière officielle et cela signifie que j'ai enseigné l'éducation aux droits de l'homme à des élèves de l'école secondaire. J'ai également été présidente de la commission des droits de l'enfant à New York pendant plus de 15 ans et puis j'ai quitté cette position. Et l'une des choses que j'ai trouvées très importante, c'est que moi, en tant qu'adulte, j'ai l'opportunité de faire beaucoup de choses pour faire respecter les droits des jeunes. Mais quid des jeunes eux-mêmes? Pourquoi ne pas leur donner une plateforme pour qu'ils puissent se faire entendre, pour qu'ils puissent avoir leur poids et qu'ils puissent changer ce qu'ils souhaitent? Et donc, beaucoup des programmes que j'avais dans cette organisation juridique, lors de conférences, lors de réunions spécifiques, eh bien, dans ces programmes, j'incluais les jeunes, des étudiants qui étaient dans les écoles de New York et donc on allait à différentes réunions, on discutait de différents domaines, notamment du thème des enfants soldats et un étudiant a dit pendant un programme: «Vous savez, moi, je ne dois pas, vivre avec ma famille, je dois vivre à New York, là où il y a des problèmes avec les gangs et c'est bien de voir, cette expérience des jeunes qui peuvent nous fournir des informations. Moi, je n'ai pas toujours réalisé cela et donc cette idée de, l'éducation des jeunes, on doit aussi comprendre que les jeunes ont des choses à, nous apprendre. Nous devons tous nous éduquer, les uns les autres et nous devons reconnaître que nous avons tous des choses à apprendre. Une autre initiative aux Nations Unies qui a lieu depuis de nombreuses années, c'est la saison de Gandhi pour la non-violence et cela permet de rassembler des jeunes des écoles de New York, des écoles publiques et des écoles privées, des écoles de différentes mouvances religieuses pour une célébration. La célébration de Martin Luther King et puis de Mahatma Gandhi et des principes et des valeurs qu'ils ont inculqués pour un meilleur monde, pour promouvoir la dignité, le respect et l'inclusion, mais aussi pour la non-violence et la paix. Et comment nous pouvons vivre ensemble de manière harmonieuse, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des visions différentes du monde, nous parlons différentes langues, nous avons différents niveaux d'éducation, nous avons différentes expériences de vie et nous avons également différentes situations économiques et nous savons que cela signifie beaucoup. Si vous avez plus d'argent, vous avez logiquement plus d'opportunités et nous avons différentes strates, différentes couches économiques, différents niveaux et cette idée d'inclusion et de diversité. Ah, vous voyez sans doute la queue de mon chat derrière moi, qui lui aussi, qui elle aussi participe au sommet. Elle veut toujours faire partie des réunions Zoom. Elle adore écouter les réunions Zoom à chaque fois que j'en ai, mais j'en profite pour prendre son énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez la saison de la non-violence de Gandhi, ça a été une initiative spéciale qui permet aux étudiants de participer. Et ça, ce sont des initiatives qui ont permis de rassembler les jeunes et qui nous permettent de faire des réunions pour les jeunes et pour toute personne qui veut participer dans ces sessions.
Et donc, je vous ai parlé de cette grande diversité. En fait, même si nous sommes tous différents, nous avons tous les mêmes besoins, nous avons les mêmes aspirations, nous voulons tous un monde meilleur, nous voulons tous avoir à manger, un toit au-dessus de notre tête, accès aux soins de santé. Ce sont des mécanismes spécifiques et c'est comme ça que les enfants peuvent être des leaders, des leaders. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'ils apportent. Et donc, j'aimerais mettre cela en avant parce que c'est important pour nous. Lorsque j'ai commencé en tant qu'avocate, avec la Commission des droits des enfants, et là, à ce moment-là, j'encadrais des enfants qui étaient les meilleurs du pays, qui allaient envoyer leurs meilleures équipes, des équipes de Hongrie, d'Inde, d'Italie, du Mexique, du Costa Rica, du Canada, des États-Unis, qui allaient se rencontrer à Washington, qui allaient se rencontrer et qui allaient faire une compétition. Et j'allais, moi, aider ces pays ces équipes des différents pays. Et ce n'est pas une question simplement de comprendre la loi. Cela va plus loin. C'est le processus d'apprentissage qui va au-delà de simplement comprendre de l'information. Il y a une capacité de raisonnement. Cela permet d'avoir également une analyse, de mieux comprendre et une meilleure écoute. Il faut écouter, comprendre les gens. Ça, c'est une compétence très importante. C'est une compétence de vie. C'est une compétence qu'il faut avoir tout au long de la vie. Et puis, le fait de suivre ces élèves, c'était une expérience extraordinaire pour moi et pour les étudiants. Je travaillais aux Nations Unies, c'était un concours d'avocats, c'était à propos du droit international, donc c'était passionnant. Beaucoup de personnes ont compris qu'il y avait énormément à comprendre. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et puis, l'invisibilité que l'on ne voit pas toujours, cette puissance. Et si vous écoutez cela, nous pouvons trouver différents exemples dans sa session et on peut vivre une vie qui nous permet de reprendre tous nos sens, d'arriver à tous vivre ensemble. Donc, on va arriver finalement à mon sujet, à savoir la règle d'or. La règle d'or comprend les gens, mais aussi notre précieuse planète, nos animaux, tous les êtres vivants. Et donc, beaucoup de personnes ont peut-être entendu parler de la règle d'or.
Moi, j'ai entendu parler de cela quand j'étais jeune. Et lorsque j'ai étudié pour être ministre, j'ai fait beaucoup d'études sur les traditions, sur l'enseignement, et donc j'en ai appris beaucoup sur la règle d'or. Et lorsque je travaillais aux Nations Unies, j'ai appris également qu'il y avait des peintures sur la règle d'or. C'est quelque chose qui est très important pour moi et j'espère que beaucoup de personnes savent ce qu'est la règle d'or. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. C'est bon, c'est très bien. Moi, je suis en train de vous parler, mais j'aimerais bien avoir un feedback également. Comment vous voyez la règle d'or dans votre vie? Est-ce que vous connaissez la règle d'or? Parce que récemment, quelqu'un avec qui je parlais ne savait pas ce qu'était la règle d'or. Donc, la règle d'or, c'est tellement important pour moi, mais je pense que tout le monde est au courant, alors que non, il y a des gens qui ne connaissent pas la règle d'or. Et donc, cette personne m'a dit, mais je ne connais pas ce qu'est la règle d'or. Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est maintenant le moment de le dire. Peut-être qu'en fait, vous savez de quoi il s'agit, mais que vous ne savez pas que ça s'appelle la règle d'or. Il y a des croyances culturelles, religieuses, tout se retrouve là-dedans. En fait, nous pouvons l'avoir de deux manières différentes. Mais l'essence de la règle d'or, c'est de traiter les autres comme vous voulez qu'ils traitent vous-même. Et ça, c'est en résumé. Lorsque j'étudiais pour être ministre, j'ai fait beaucoup de recherches. Et l'une des choses que j'ai apprises, cela a été que j'ai remonté un petit peu à l'ère de Confucius et lui, il parlait avec l'un de ses étudiants et ils avaient une discussion. Et la version de la règle d'or était négative. Et j'ai écrit cela parce que moi, je ne pense pas que ce soit négatif. Donc, cela dit cela. Ça, c'est Confucius qui pensait cela. L'une des premières idées de cette philosophie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent, ni à toi-même. Donc ça, c'est l'aspect on dit avec la négation, ne fais pas. Et puis Bouddha, après Confucius, a dit, peu importe si tu n'es pas d'accord, ne remets pas cela sur les autres. Encore une fois, c'est négatif. Et il a corroboré cela. Et si on regarde dans le judaïsme, on sait que dans le judaïsme, nous avons les 10 commandements et il y a aussi une manière de se comporter. Fais ceci, ne fais pas cela. Et nous avons dans le testament de Matthieu, on dit dans ce que les gens reconnaissent, Jésus a résumé la pensée dans la règle d'or qui dit dans tout ce que tu fais, fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. Et donc, vous avez peut-être entendu cela d'une manière ou d'une autre, ou vous avez peut-être entendu l'essence de cela. Peut-être pas avec les mêmes mots, les mots sont peut-être un peu différents, mais nous avons cela. Et je vais également vous dire cela à partir du Coran.
Les parents peuvent permettre aux orphelins d'avoir des parents et sortir les enfants de leur situation. Ça, c'est le Coran. Et donc, ça, c'est le côté plus positif. Il s'agit d'aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Et on pourrait continuer encore et encore, parce qu'encore une fois, dans l'hindouisme, même dans la spiritualité américaine, on retrouve cette notion. Dans la philosophie sikh, c'est l'un des principes universels de la bienveillance. Je pense que la bienveillance est très importante et doit être présente dans les cœurs de chacun. Mais c'est la raison pour laquelle on parle de la règle d'or, parce qu'on parle des autres. On ne vit pas en isolement, on vit avec les autres. On boit de l'eau, on mange des plantes, on respire de l'air. Et c'est la raison pour laquelle je dis la règle d'or plus. Et j'aimerais aller plus loin. Que cette idée de la règle d'or est une règle qui incarne la mission des Nations Unies. Et le peintre américain Norman Rockwell a fait une peinture intitulée La règle d'or, dans laquelle nous avons vu des personnes d'âges différents, de différentes origines. Et il a peint cette notion, ce concept de règle d'or. Et puis, en 1995, le président Reagan et sa femme, la première femme Nancy Reagan, ont donné aux Nations Unies une mosaïque de la règle d'or. Et cette mosaïque pense au 3e étage du bâtiment principal des Nations Unies. Et moi, je passe souvent devant lorsque je vais dans ces bâtiments. Et j'ai toujours un bon sentiment quand je passe là-devant. Parce que d'après ce que je me rappelle dans ma recherche, il était tellement ému de la mission des Nations Unies qu'il a créé ce tableau pour célébrer cela. Et je pense que cela reflète l'essence de la mission des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'en fin de compte, de quoi parle-t-on? On parle de dignité humaine, on parle de respect pour les autres et pour la vie. On parle également d'interdépendance de notre système. On parle de l'unité que nous avons. On parle de l'unité que nous avons sur notre planète. Et on parle de conscience. Et j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Et je pense que je vous l'ai déjà dit précédemment, on parle d'inclusivité, de durabilité. La durabilité et le développement et permettre aux gens d'arriver au meilleur afin qu'ils aient des opportunités dans la vie, mais pas au détriment de quelqu'un, pas au détriment de notre planète. Et en fin de compte, pour moi,
Cela revient à parler de coexistence pacifique. Pour le moment, il y a tellement de violence dans les grandes villes depuis le Covid-19. Il y a eu une augmentation dans les statistiques de violence, pas uniquement aux États-Unis, mais dans le monde entier, dans les grandes villes. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine, on sait qu'il y a au moins 27 conflits armés dans le monde actuellement. Et donc pour moi, ces valeurs, pour ces valeurs, je crois dans la règle d'or, je crois en les documents fondateurs des Nations Unies, je crois en les bases du yoga parce qu'il s'agit de valeurs d'inclusion et d'unité et de paix et de non-violence. Et l'éducation est une manière d'ouvrir notre esprit et d'être éduqué en étant des étudiants de la vie, en laissant la vie nous apprendre. Et l'une des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est la chose suivante. L'évolution de la conscience humaine. Et Sabine m'a demandé de parler de cela. Parce que je pense sincèrement que si nous écoutons, comme Abel l'a dit, l'intelligence de la vie, eh bien, nous allons pouvoir saisir cette énergie qui est plus grande que chacun d'entre nous, que chaque enfant pourra se développer et écouter sa conscience intérieure. En fait, nous sommes en train de mûrir et notre conscience humaine comprend que nous avons plus de points communs que de divergences. Et donc, par exemple, si tu as mal, moi j'ai mal. Par exemple, ma mère a eu un accident terrible et elle a failli mourir. Vraiment, Dieu l'a protégée parce qu'elle est une miraculée. Et j'ai essayé de l'aider dans son processus de guérison et parfois j'étais très frustrée et je devenais des fois folle de rage. Parfois j'étais tellement frustrée, je voulais dire quelque chose de négatif et là je m'arrêtais moi-même parce que je savais très bien que ça allait me revenir comme un boomerang. Tout revient toujours comme un boomerang. Life can be such a learning if we are open to life. C'est tout un apprentissage. Moi, je vois que comme nous évoluons individuellement, on résonne avec la vibration des autres qui partagent les mêmes idées, les mêmes vibrations, les mêmes sentiments qui sont dans notre esprit. Et on s'est réunis et nous pouvons, avec les personnes autour de nous, on peut impacter la vie des autres et des institutions comme les Nations Unies. Nous soutenons la journée du yoga hein, et c'est vraiment bien pour les personnes du monde, pour tout un chacun, pour chaque chose, pour la durabilité de notre planète. On a tellement de choses qui se passent avec les changements climatiques. Et il y a des rapports, il y a des réunions, il y a le niveau de la mer qui monte. Et comment allons-nous soutenir les espèces humaines et nos institutions? Car après tout, ce sont les personnes qui construisent et qui font partie de toutes ces institutions également. Oui, ils ont leur propre énergie, mais les personnes sont également impliquées et nous pouvons se mettre ensemble, changer la prise de conscience. Et je vois
que les choses changent. On a notamment donc les ODD. Nous avons les objectifs du millénium. Il y a des différences entre les SDD, les Sustainable Development Goals, les ODD, mais bon, les autres objectifs, c'était uniquement pour les pays en voie de développement. Pays en voie de développement, mais il y a tellement de problèmes, et même les personnes vivent en pauvreté, ils n'ont pas des abris, ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas les aliments, n'ont pas les traitements, les médicaments nécessaires, il y a la violence conjugale, mais le fait de nous avoir les objectifs durable de développement. Et je voudrais, disons, faire référence à Poncheroy qui venait du Pont de Chéry. Il a été invité d'avoir donc une méditation pour la paix dans le monde. Bon, ou l'école d'Hammerschulz. Ici, il n'y a pas de coïncidence que nous avons donc une journée internationale du yoga. Ainsi, je crois que il y a tellement de semences qui sont semées, tellement de choses se passent dans la vie que nous ne comprenons pas jusqu'au moment où plus tard cela arrive, mais cela ne veut pas dire pour autant que les choses ne se passent pas, que les choses ne changent pas. Moi, je sais que les choses changent. Nous avons cette conscience qui va au-delà de nous en tant que civilisation humaine. Et je voudrais m'arrêter ici et je voudrais inviter... Malheureusement, le son a disparu, on n'entend pas l'oratrice. Et donc, je voudrais envoyer notre conseiller donc, de la Journée internationale du yoga qui peut répondre à nos remarques parce que, comme j'ai dit, il a travaillé dans les Nations Unies pendant des décennies et sa carrière était aux Nations Unies. Donc, on a vraiment beaucoup de chance qu'il soit parmi nous. Donc, vous avez la parole. Je suis vraiment pris par votre présentation du fond du cœur. C'est une très belle présentation de la règle d'or. Et je voudrais dire, c'est aussi une présentation improvisée. Moi, j'ai très été éduqué, j'ai eu énormément de chance et ça m'a pris 30 à 40 ans. Pour d'abandonner les fondations telles que connaître, avoir et faire. Maintenant, il faut une transition vers le changement de l'être et du devenir. Le devenir n'est pas uniquement avec, disons, ce n'a pas nécessairement, disons, en lien avec le collectif, mais si nous partons du futur, nous avons besoin de créer ou de co-créer, comme vous avez dit, cet élément planétaire. Pour concrétiser, je dirais tout d'abord, non seulement, et je le souligne, faut-il avoir une éducation pour le futur, mais nous devons également avoir des valeurs, parce que bon, maintenant on parle des valeurs de compétition, de valeurs. Nous voulons que les personnes soient heureuses maintenant.
se soit heureuse maintenant. Il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques jours que j'ai lu, c'est la quatrième position du pays qui se sent le moins bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est tellement malheureux? Quelle est la raison, quelle est la valeur pour l'éducation? Je dirais que l'éducation du présent, il y a 4 éléments. Premièrement, la capacité interne pour transcender l'immédiat, de transcender toute cette belle diagnostic que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, je me suis posé la question à mon maître, comment éduquer nos grands-enfants, nos petits-enfants? Il a dit, l'essence de l'éducation pour ces enfants, c'est de la mérite. Ça prend plusieurs années pour comprendre comment, disons, faire les mérites. C'est donc un sujet, disons, la règle d'or, c'est fondamental. Donc, c'est comme le son, c'est comme... Et ensuite, ce que les hindous appellent le seva, et ça doit être lié au service. Si nous ne sommes pas au service de la nature, de l'humanité, etc., la règle d'or ne va jamais se faire. Et quatrièmement, ça doit être expérimental. L'éducation n'est plus seulement être dans une classe. Il faut faire l'expérience. Et moi, je crois que nous faisons trop attention à la loi humaine. Je ne parle pas dans le sens de la juridiction. Et également les lois spirituelles. Et il y a des lois spirituelles qui doivent faire partie de premier, créer de l'espace. Et sans cet espace, on ne pourra jamais se rendre compte de ce qui se passe. Le rire, la coopération, la compassion, la solidarité. L'autre, c'est la loi de l'interdépendance. La loi de l'interdépendance. On a besoin de cet élément, la loi de la famille. Nous savons que c'est l'ère de la famille, la loi de la correspondance, l'intérieur comme l'extérieur, l'extérieur comme l'intérieur. Et a manifestement le mot karma. Donc, vous ne voulez pas que les personnes ne fassent pas à vous ce que vous voulez pas, enfin, que vous ne voulez pas faire aux autres que vous ne voulez pas qu'ils fassent avec vous. Et là, c'est très intéressant d'avoir cette discussion. Alors, en continuant, il ne s'agit pas d'ordinateur, il ne s'agit pas non plus de faire de la nouvelle technologie, d'utiliser dans l'éducation. Quand on pose la question aux gens, que pensez-vous de l'éducation à l'avenir, dans le futur? Ce n'est pas l'éducation, mais la vraie éducation, c'est une éducation qui se base sur la réalisation de votre dharma. Sur quoi que nous fassions, on ne serait jamais satisfait sans cela. Et le deuxième point, dans le bouddhisme, l'essence est donc se débarrasser de la souffrance. Et on souffre beaucoup trop. Mais si on élimine les causes et si nous devons vraiment pouvoir surmonter ce paquet émotionnel. Et l'éducation et la nature, comme vous l'avez présenté, est fondamentale. Il y a donc que la nature n'est pas l'intelligence de l'être humain. Donc, qu'est-ce que nous allons apprendre? Comment est-ce que la nature peut nous éduquer? Et un autre jour, j'ai eu un dialogue sur la marche, sur le sentier vers l'eau. Moi, c'était quelque chose
à laquelle il faut vraiment songer minutieusement. Des centaines de personnes se sont connectées. C'est quoi? Si on est éduqué, si on nous apprend à marcher sur la voie de la nature, c'est ésotérique, c'est donc l'éducation de l'extérieur. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je suis plein de gratitude à vous et aux organisateurs et permettez-moi donc d'avoir dit ces quelques mots. Merci de nous avoir rejoints et j'adore le résumé que vous avez donné. Cela nous a aidé à enrichir tout ce que nous avons entendu. Alors, il y a une autre perspective. C'est authentique parce que bon, les organisateurs croient vraiment et ils croient vraiment. Et l'une des choses importantes que l'on peut faire, c'est de se rendre compte qui ils sont vraiment, leur vraie nature. Et plus il y a des personnes qui l'entendent, plus ils peuvent y croire, plus ils peuvent comprendre et plus ils pourront contribuer à leur propre implication, leur engagement, une plus grande société et leur conscience. Et donc là, Sedan est là un projet superbe. Là aussi, j'étais très heureuse de l'apprendre. Et Sabine, donc, a également écrit contribué en écrivant une lettre. Elle a écrit une lettre sur les jeunes. Et Sabine, donc, vous permettez que je parle de ce projet pendant quelques instants parce que c'est. Je voudrais souligner ce que vous faites avec les jeunes. Peut-être vous pouvez expliquer davantage. Oui, merci à vous deux. Oui, hier, j'ai fait une présentation à ce propos. Donc, si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, alors il y a eu pas mal de valeurs communes avec ce que votre collègue a dit. Comment on peut le faire maintenant en termes concrets? Et comment est-ce qu'on peut mettre toutes ces choses-là ensemble dans notre éducation partout? Les arbres, en quelques mots, c'est planétaire et comme vous l'avez dit, c'est chaotique, c'est incohérent. Nous voyons toutes ces émotions dont vous avez parlé et les conséquences d'être dans un état d'incohérence. Nous avons perdu cette connexion. Alors on aide les personnes à arriver dans un état de cohérence. Parce que la vision, notre vision, c'est une vision de cohérence, d'inclusion, de gentillesse. Ça vient donc d'un état de cohérence et d'un cœur ouvert. On apprend aux personnes de revenir à leur vraie nature et nous avons développé du self-coaching basé sur les 5 piliers des 5 objectifs de développement durable. Et donc, pour arriver à un plus haut niveau d'intelligence et afin d'avoir des nouvelles idées pour résoudre les problèmes qui se rapportent à nos grands défis et pour que les enfants et les jeunes puissent contribuer avec leurs idées, avec leurs actions. Et les arbres m'ont raconté les grandes
les grands arbres et les forêts, c'est constitue la mère pour l'humanité, pour que personnellement nous puissions réaliser notre dharma, parce qu'il y a tellement, on a un potentiel, et on a nos talents, notre don, et ça, il faut le donner, le rendre au monde, la mère de la forêt, avec ce soutien, ce gentil soutien, est donc une mère très puissante pour notre humanité aujourd'hui, et parfait comme il est. Et quand on travaille ensemble, cette intelligence collective, c'est ce qu'on apprend dans les écoles et dans les villes. Ce sont les villes créatives pour la paix, l'abondance et les ODD. Et à un niveau plus élevé, sentir cette connexion. Tout ce rapport, tout est lié à tout ce que vous avez dit, vous deux d'ailleurs. C'est bien, c'est bon de sentir comment les enfants, comme vous avez dit, demandent plus, ils voudraient participer beaucoup plus à la construction de leur avenir et de leur présence. Donc, merci une fois de plus. Voilà ce que nous faisons en quelques mots au sein de notre ONG, pardon. Donc, question, peut-être. Question, je regarde les différentes personnes. Certaines personnes ont dit qu'ils ne connaissaient pas la règle d'or. Aurore a dit très souvent, j'utilise cette règle d'or avec mes étudiants. Hein. Donc, elle travaille avec Peace Corps. Et ce n'est pas toujours facile pour moi hein, de bien comprendre, surtout les jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela à un public très jeune ou les plus jeunes, Denise? Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pourriez dire à Aurore? Malheureusement, le son disparaît une fois de plus. Bon, pour moi, c'est une question d'énergie. Ce n'est pas de vouloir. Moi, j'ai appris énormément de choses du Dr. Jane Goodall, où est un messager de la paix, la façon dont elle a parlé de ses observations des animaux et comment ils interagissent. Et quand vous regardez dans les yeux, de les voir vraiment, c'est-à-dire d'avoir vraiment le sens de la présence, le sens d'être là. Et les personnes, les gens et les animaux en général le font. C'est pas uniquement d'être là, mais c'est vraiment être présent. Et surtout les bébés, les jeunes. Et les jeunes, ils sont vraiment présents. Il s'agit du sentiment. Vous regardez droit dans les yeux, il ne faut pas faire beaucoup. Et ils savent, vous parlez le même langage à ce moment-là. Et je crois qu'en termes de jeunes, avec ceux, évidemment, qui sont préscolarisés, donc, quelle est votre attention? Qu'est-ce que vous essayez de communiquer? Comment est-ce que vous essayez de communiquer? Cela, je ne dis pas que tous les jeunes sont faciles à traiter, d'autres ont plus d'énergie que d'autres. Il y en a qui courent dans tous les sens, ce n'est pas facile. Mais bon, très souvent, je crois qu'il s'agit de la chose suivante. Il faut se demander quelle est notre intention, qu'est-ce que nous donnons et quels sont les processus que nous avons pour interagir avec les jeunes, pour qu'eux soient éduqués, qu'ils comprennent leur
propre capacité interne depuis le très jeune âge. Et ça, c'est une chose. Et alors, les jeunes et toutes les personnes, donc, ils veulent se sentir valorisés, ils veulent se sentir spécial dans ce sens-là, que quelqu'un est là, que quelqu'un est là. Ça, c'est une autre leçon de la vie, je travaille toujours. Mais bon, c'était une chose importante. Je ne sais pas si cela répond à votre question, je ne sais pas si ça peut vous aider ou pas, mais je sais, lorsqu'il n'y a pas de présence, donc là, là, je me sens pas tellement bien, je me sens mal, frustré, parfois même en colère, fâché. Donc la présence peut évidemment faire une grande différence et cela commence avec l'attention que nous accordons. Et je vois également un de nos membres que je vois très souvent. Si vous, Axel, vous souhaitez peut-être contribuer et nous parler pendant quelques instants. Merci d'ailleurs de nous rejoindre. On apprécie que vous soyez là aujourd'hui. Donc, vous avez la parole si vous le souhaitez, à Toprakli. Merci. Oui, donc je me suis connecté pour écouter votre session. Et permettez-moi de me présenter. Je travaille pour UNICEF à New York et je faisais partie des différentes activités que Abel et d'autres collègues ont organisées, et donc notamment dans ces différentes communautés. J'ai également été volontaire, c'est l'exemple que je peux donner, qui se rapporte donc à ce panel de l'éducation. Je fais partie du groupe de volontaires dans les food gardens où les jeunes sont impliqués depuis quelques années maintenant. Donc, ils cultivent les légumes, des fruits, pas tellement, pas beaucoup, mais pour avoir une idée quand même de contribuer à notre environnement. Et il y a plusieurs activités. C'était évidemment interrompu pendant la période du Covid. Mais bon, nos collègues en ont pris soin entre-temps. Mais c'était également donné aux jeunes l'idée de contribuer à l'environnement. Ils prennent soin également du recyclage, du compostage. Et donc, et alors récoltent tout ce qu'ils obtiennent du jardin, retourne, donc tout ce qui n'est pas mangé retourne, on en fait du compost, donc rien ne se perd. Et c'est le cycle de vie. Et c'est un exemple que je voulais vous donner. Et donc, de toute façon, merci de m'avoir invité. Merci. J'aime bien ce jardin des Nations Unies et j'espère qu'il puisse être développé davantage, donc qui peut être rendu actif à nouveau. Et donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout le travail que vous faites et on l'apprécie énormément. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est superbe. Alors, votre comité est vraiment très bien représenté. On ressent comment vous transmettez toutes ces belles valeurs
Et donc, vous parlez de la présence, la connexion avec la nature à une échelle plus grande et avec l'énergie de tout un chacun. Donc, merci beaucoup. Merci à l'UNESCO également. Est-ce que l'on peut poursuivre? Parce qu'il y a quand même encore pas mal de questions et peut-être vous pourrez y répondre, ceux qui souhaitent ou ceux qui veulent intervenir. C'est une question aussi de Caroline. À propos donc de la règle d'or, est-ce qu'on peut le dire d'une autre façon? Est-ce que c'est parce que ma limite s'arrête là où celle de l'autre commence? Est-ce qu'il y a un parallèle? Oui, je crois que vous et moi, on est déjà ensemble. On a cette prise de conscience. Moi, je crois que dans cette petite conscience, que le fait que nous soyons déjà connectés, on est unifiés, on est connectés. Donc là, je ne suis pas entièrement d'accord. Ça peut être un bon point de départ pour certaines personnes. Mais il y a donc, je crois que notre compréhension a changé et là où je me trouve, d'après, et comme moi je comprends les choses, c'est pas ça. Hein. Est-ce que vous souhaitez peut-être prendre la parole et expliquer donc Zambling, vu que vous êtes là, peut-être nous éclairer? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec la loi de l'action-réaction? C'est une question parallèle. Merci. Merci Denise. Merci Sabine. Lorsqu'on parle de limites, on met toute l'énergie du mandala, de l'État, au niveau du bord. Et ça, c'est un problème parce que cette défense des frontières, ce côté plus défensif ne touche pas mes limites. C'est le problème. Il faut remettre l'énergie au centre. On parle de la qualité et pas uniquement des limites. Lorsqu'on parle de relations avec les autres ou ce que les autres feraient ou ne feraient pas avec moi, je parle de qualité de vie. Ce n'est pas simplement mes limites. J'espère que les gens vont aller plus loin que mes limites. J'aime quand les gens vont au-delà de mes limites. C'est intéressant de voir que ce principe de la règle d'or s'applique également à la situation géopolitique du monde. L'État de la Westphalie, où il y avait des frontières et donc tout le monde a créé des armées pour protéger les frontières. Et il y a d'autres États où l'état du mandala est au centre. Nous devons nous concentrer sur le centre. Et donc, la règle d'or, pour moi, c'est quelque chose qui est au centre. Et un dernier point que je voudrais souligner concernant les jeunes. Lorsque j'étais en politique, on a fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de sondages pour voir où en étaient les jeunes. Et l'un de ces sondages, c'était de comprendre qui prenait les décisions dans les foyers.
Parce que si la décision était prise par les parents, eh bien, alors ma propagande devait s'orienter vers les parents pour changer leur mentalité. Et pourtant, ce qu'on a découvert, c'est que près de 90% des décisions des foyers aujourd'hui sont décidées par les plus jeunes. L'influence des jeunes dans les foyers aujourd'hui en termes d'achat de voitures, en termes d'achat d'ustensiles, d'achat par exemple d'un chien, est énorme. Aujourd'hui, les recherches ont montré que ce sont les plus jeunes qui ont une influence et donc ça c'est d'une importance cruciale. C'est extrêmement important. Ce n'est pas simplement si l'avenir dépendait de nous, les parents. Même si nous sommes les parents, la recherche montre que dans la plupart des foyers, les décisions sont prises par les jeunes, les enfants. Oui, comme vous l'avez dit, Denise, ce sont les leaders aujourd'hui. Et puis, il y a une autre question d'Aurore également. Elle a demandé, est-ce que vous pensez que l'éducation du futur, comme nous en parlons ici, doit se faire sans la politique? Ça, c'est la première question. Et si pas, comment faire évoluer ce vieux système éducatif? Alors, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question sur la politique. Quelle est la question? La question est, pensez-vous que l'éducation du futur, comme nous en parlons ici, doit se faire sans la politique? Ça, c'est sa première question. Que l'on doit le faire sans la politique. Lorsque j'étais nouvelle aux Nations Unies, j'étais une jeune avocate, je pensais que les Nations Unies étaient articulées autour de la loi et moi, je la prenais pour une organisation politique. Et lorsque j'ai changé d'emploi, j'ai vu qu'en fait, ce sont des institutions politiques. Je ne sais pas ce que vous entendez par cette idée de politique, parce que la politique, cela revient à parler de la vie, qui est en position de force, qui a le pouvoir et d'où vient le pouvoir. Donc, pour moi, c'est ce que j'entends lorsque j'entends ce genre de questions. Je ne sais pas si c'est la question ou la réponse que vous voulez entendre, mais en tout cas, ça, c'est mon interprétation. Alors, en ce qui concerne la politique, en termes d'éducation pour l'avenir, vous savez, on doit prendre différentes choses en compte. Tout d'abord, comment est structuré le système éducatif? D'où viennent les fonds? Parce que, évidemment, les fonds que l'on reçoit, cela va avoir les gens qui vont financer l'éducation vont avoir une voix plus importante dans sa structure et dans la manière dont l'enseignement se fait, ce qui est enseigné, ce qui ne l'est pas. Et souvent, on dit, bah oui, ça c'est le fruit de la politique. Donc, je pense que nous devons, encore une fois, revenir à la compréhension, essayer de voir qui nous sommes exactement, quelle est notre expérience et quel est notre rôle. Quels sont mes dons, mes talents? Comment puis-je, moi, contribuer à la société? Et lorsque je parle d'éducation pour l'avenir, lorsque je parle de l'évolution de la conscience humaine, c'est de ça que je parle.
comprendre sincèrement, véritablement qui je suis, trouver ma place dans le monde et voir comment moi je peux contribuer au mieux. Et cela signifie que nous avons besoin d'une révolution dans l'éducation, une révolution dans le droit, dans la politique. Nous avons besoin de changer le système que nous avons en place actuellement parce qu'il ne sert pas le monde ni la population. Et je pense sincèrement qu'en comprenant qui nous sommes et en n'ayant pas peur d'agir et en changeant nos comportements, en impliquant les jeunes, en comprenant sincèrement qui ils sont, que c'est la priorité et pas de gagner 20 millions de dollars pour pouvoir acheter Twitter. Ça, je pense que cela va permettre de mettre en place un changement radical dans le système que nous avons, parce que nous avons besoin de reconstruire les choses en repartant de zéro. On a besoin de changer les choses. On a besoin de résoudre les problèmes. Parfois, il faut commencer avec des nouveaux modèles. Et je ne sais pas si cela vous aide, mais en tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Oui, Aurore vous dit merci et elle dit super avec un smiley avec des étoiles dans les yeux. Okay, thank you. Thank you to Merci. thank you, Aisel. Okay, wonderful, wonderful. There are other questions. Alors, il y a d'autres questions. And maybe is it I asked the question about the law of action. J'ai posé la question de la loi de l'action et la réaction parce que vous avez donné un exemple de cela lorsque vous avez parlé d'idées tristes, de colère, lorsque vous parliez de votre mère par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, en disant que vous n'alliez pas parler négativement, parce qu'on vous a dit que si je parle négativement, ça va me revenir comme un boomerang. Est-ce que la golden rule, est-ce que la règle d'or plus, étant donné que nous sommes tous connectés avec la même énergie, et que l'énergie que je donne me revient d'une certaine manière, y a-t-il une réaction d'action-réaction? Eh bien, en fait, je n'ai jamais pensé à cela de cette manière. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a 20 ans, si je faisais quelque chose qui n'était pas vraiment bien, j'aurais pris quelques jours, quelques semaines avant que quelque chose me revienne. Maintenant, c'est instantané. C'est instantané. Je sens directement que j'ai été méchante ou que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, je comprends directement. Donc, c'est assez intéressant de voir cette évolution. Et lorsque je suis revenue à la question d'Aurore, donc, comment peut-on faire avec les petits-enfants et lorsque les enfants apprennent des exemples des adultes? Et la règle d'or, c'est que vous parlez d'une présence qui doit être un exemple parce que lorsque l'adulte est violent envers l'enfant, il apporte ce modèle. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et il apprend. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la règle d'or, n'est-ce pas?
Oui, je suis tout à fait d'accord que les jeunes sont des éponges. Ils voient les choses, ils absorbent, ils imitent les parents et je pense que tout le monde sait que les enfants imitent, d'ailleurs, c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, jusqu'à 4-5 ans, les enfants absorbent tout de leurs parents. Et il y a déjà une connexion dans le cerveau qui fait qu'ils vont reproduire cela plus tard. Donc, en termes de jeunes enfants et de comportement des adultes, oui, tout à fait, les enfants imitent, les enfants répètent, ils regardent tout. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important, si on est parent, d'être le meilleur que l'on puisse être, de montrer le meilleur exemple, d'être positif. C'est très important pour les plus jeunes parce qu'ils se développent mentalement et d'un point de vue neuroscientifique, cela a été prouvé. Donc, il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui ont été faits là-dessus, qui ont été rédigés là-dessus. Comment essayer de rester positif? Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur ce sujet. Si cela vous intéresse, je peux d'ailleurs vous transmettre le nom de l'auteur. Alors, il y a aussi un autre commentaire. Faire des choses avec les enfants, être respectueux de la nature, cultiver ensemble. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça apporte quelque chose? Être cet exemple, incarner cet exemple de cette manière pour inculquer des programmes positifs. Merci Sabine. Moi je dis que pour représenter l'UNICEF, nous avons besoin d'approbation, voilà, pour clarifier certaines choses. En parlant de l'implication des tout jeunes, cela a été l'objectif principal de l'organisation parce que nous voulons travailler avec les mères, les enfants, leur éducation. Moi, je participe comme bénévole dans certaines activités. Et dans mon expérience avec les jardins, cela permet d'impliquer la jeune génération pour changer l'environnement, pour les rendre plus conscients du changement climatique et des problèmes. Away from their usual life. Et cela les sort de leur vie quotidienne. Ils apprennent maintenant comment cultiver leurs légumes, comment entretenir leur jardin. Et donc désormais, il est possible pour eux de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire pour eux et pour l'environnement, pour les animaux et pour les autres êtres vivants, pour la planète. Et donc à ce propos, je pense que c'est important de partager, de voir ce que l'on peut faire de positif pour les générations à venir, parce que ce sont des adultes en devenir
et il faut leur apprendre. Il faut passer nos connaissances aux générations futures. So important. Oui, très important. Well, let's hear from the grandfather, right? Someone has grandchildren. Alors, on So parle what- ici what are de grand-père, n'est-ce pas? Il y a un grand-père parmi nous, il me semble. Ah, Denise, thank you very much. I believe that Alors, je pense que nous devons nous demander qu'est-ce que cela signifie par rapport à nos enfants. Parce qu'en fait, peut-être que si notre conscience n'est pas très élevée, on aura un facteur qui ne sera pas assez puissant pour aller dans la bonne direction. C'est très important parce que lorsque les gens disent action, 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 ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui précède l'action. Et c'est là qu'intervient l'éducation. Parce qu'une fois que l'action est faite, par exemple, lorsqu'une pierre est jetée sur une vitre, la vitre est cassée. Et donc, il faut remplacer la vitre. Et donc, ici, il y a trois choses qu'il faut prendre en considération. Tout d'abord, avoir une bonne vision. Et je pense que la règle d'or plus, j'aime bien cette notion de plus, doit être essentielle à la formation de la vision. Deuxièmement, savoir ce qui se cache là derrière, savoir que dans beaucoup de systèmes d'éducation, il y a une intention là derrière. Par exemple, lorsque j'étais jeune, dans ma famille, tout était éducation. En fait, l'objectif était d'avoir un job parce qu'on était pauvres, on n'avait pas de choix et donc il fallait avoir une éducation. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et il fallait avoir un job pour pouvoir travailler et ramener de l'argent. Parce que pour moi, l'éducation, ça veut dire m'épanouir moi-même. Mais à l'époque, il n'avait pas le choix. L'objectif, c'était d'avoir un job et de pouvoir survivre. On était vraiment en mode survie. Et donc, il faut une bonne vision, il faut une bonne intention et il faut faire très attention par rapport à l'intention. Voir ce qui sous-tend le message dans une société qui vit sur la base des émotions et pas sur les faits. On voit qu'on manipule les gens avec les émotions. Et troisièmement, c'est d'utiliser les mots justes. Il y a une grammaire sociale dans l'éducation. L'éducation ne doit pas être autoritaire. L'avenir doit être attirant. Et ce n'est pas une critique. C'est un message que je veux faire passer pour le changement dans ma campagne politique. Je dis, voilà, l'éducation que l'on a ici, c'est une éducation du XVIIe siècle. C'est pas l'éducation du futur. Et c'est là où la question arrive. Ce n'est pas une question d'ordinateur, pas une question d'iPhone, d'iPad. C'est de savoir que nous devons bien comprendre cette communication, bien faire passer nos messages. Mais si la grammaire sociale continue à être la même, à exercer une pression sur les émotions plutôt que sur les faits, et c'est un jugement de valeur, je le sais, ben, nous sommes mal embarqués, nous avons un problème. Par exemple, comment nous voyons l'énergie masculine et féminine? Comment gérons-nous l'éducation sexuelle des enfants? Souvent, on n'ose même pas en parler. Comment on gère les droits dans une société qui passe du marché au droit? Comment on gère la planète? Parce que pour moi, un enfant en Inde est affecté par un enfant au Chili ou aux États-Unis. Comment est-ce qu'on gère tout cela? Donc, l'action arrive après la vision, l'intention et la langue. Sinon,
le comportement ou le résultat de l'éducation sera pour moi très limité. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, et vous savez, Denise, que j'ai voyagé pas mal, les gens ne lisent plus. Il n'y a plus d'endorphines dans les livres. Nous devons créer des endorphines dans l'éducation afin que les enfants soient intéressés et aient envie d'apprendre. D'ailleurs, nous célébrons ce week-end la journée internationale du livre des Nations Unies. Mais qui lit encore des livres? Moi, j'écris des livres et j'écris tout le temps. Mais les gens me disent, mais pourquoi tu écris encore des livres? Maintenant, et tout est des e-livres, des e-tout. Alors, moi, ma question, c'est qui veut se connecter? Sabine fait quelque chose d'extraordinaire. Vous essayez de connecter les enfants avec la réalité, la substance, l'essentiel, un arbre, par exemple. Pour moi, les arbres, c'est énorme, c'est tout. Et donc, je dirais que c'est tout à fait cohérent, pertinent. Et puis, dernier point, moi, j'enseigne et j'enseigne par l'expérience, pas par la théorie. Donc, si vous venez chez moi dans le sud du Chili, les enfants, ils escaladent des montagnes, ils doivent marcher dans la boue, et puis ils reviennent et ils me disent « Waouh, ça c'était très intéressant, papy, parce qu'on a appris plein de choses. » Voilà. Et nous avons cueilli les derniers fruits parce que maintenant on arrive à la fin de la cueillette et les enfants ont cueilli les fruits et ce n'est pas stupide, ce n'est pas simple. Cette connexion, sélectionner les bons fruits, les gros, les plus petits. Moi, je fais de l'horticulture dans une partie de ma propriété et c'est eux qui font la cueillette en passant des tomates au maïs, etc. Et donc, c'est la manière dont moi je vois l'avenir. L'avenir commence avec une compréhension de qui nous sommes, pas qui sont les autres, parce qu'on ne peut pas comprendre les autres tant qu'on n'a pas compris qui nous sommes nous-mêmes. Voilà, c'est mon dernier point et puis je me tais. Pensez à ceux qui ont apporté la spiritualité dans la politique, dans l'économie et dans le business. Moi, j'ai écrit des livres là-dessus. Le point central, c'est que la spiritualité doit être là où elle n'est pas. Si nous ne sommes qu'un club de personnes qui parlent de la même voix, nous ne sommes pas au bon endroit. La politique sans la spiritualité, c'est un suicide en devenir. Mais la spiritualité sans politique, sans la réalité du pouvoir, sans la réalité de la vie, c'est juste de la théorie. Très bien, on peut parler du karma, de plein d'autres choses, mais on ne change rien. Rappelez-vous que le plus grand enseignement de l'hindouisme, c'est le karma yoga. Et il n'y a pas d'éclairage sans action. Mais il faut que ce soit, comme Denise l'a toujours dit, une forme d'action qui provient du yoga. Ça, c'est la réelle éducation pour l'avenir. Merci beaucoup, Denise. Est-ce que vous pouvez nous parler de la puissance du yoga et comment nous tous ensemble, nous en profitons et comment vous en faites avec la communauté, avec toute la communauté. Nous avons 5 minutes. Je ne vois pas d'autres questions. Yeah, sure. Oui, bien sûr, je vais vous en parler, oui, parce que vous avez ça en commun avec une autre oratrice. Donc, comment apportez-vous cette conscience et cette
spiritualité là où elle n'est pas. In that way, also in education, in actual education, Et aussi dans some l'éducation. form of spirituality is Dans just l'éducation, il y a une certaine life, forme de right? spiritualité, c'est simplement être en vie, So, non? sorry, I'm listening. We are Voilà, listening to you. j'écoute ce que vous avez à me dire. Pas de souci, Aurora, pas de I heard problème. that Aurora, you had a Aurore, better pardon. understanding from just hearing now the way J'espère you're doing Code Top 10. que vous comprenez bien comment Spirituality la and spiritualité et la politique politics and spirituality. sont liées. That gives you Donc a j'espère que cela vous donne une meilleure compréhension et que cela a enrichi votre réflexion par rapport à cette session. you have, I think, maybe more understanding or more questions. Que vous And comprenez mieux reach out to et either myself n'hésitez or pas get in à touch with you. nous contacter si vous avez I just des like to point out questions. Donc moi, je voudrais there are simplement so dire many qu'il y a people of goodwill beaucoup de who took personnes bienveillantes, action to de create bonne a foi, world qui for prennent everyone. des mesures pour que ce monde soit un monde meilleur. Et on voit cela aux Nations Unies avec les différentes ONG accréditées qui font un travail extraordinaire sur le terrain pour faire la différence dans la vie quotidienne des gens. Nous avons beaucoup de communautés de jeunes. Yoga dans la vie quotidienne est une autre organisation et il y en a encore plein d'autres. Je pourrais vous en donner une liste très longue. Et nous avons également d'autres groupes qui font la même chose avec d'autres projets. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'interreligion des groupes qui se rassemblent permet de créer une alliance globale. Et ça, ce sont des acteurs qui se rassemblent pour promouvoir, pour par exemple des projets comme créer des toilettes en Inde. Ça a commencé en Inde et puis ça s'est étendu à d'autres pays parce que c'est là où nous retrouvons, nous rendons la dignité aux gens plutôt que d'aller déféquer derrière un arbre. Nous leur fournissons des toilettes et ce genre de projet permet de ramener la dignité à ces gens, surtout aux jeunes filles qui ne sont pas envoyées à l'école parce qu'elles n'ont pas, par exemple, de manière de s'occuper de leur santé quand elles ont leurs règles, par exemple. Et donc, ça, ce sont toutes des organisations qui ont les meilleures intentions et qui soulignent les principes du yoga. Ce sont des actions qui font faire la différence et qui vont créer une réelle différence dans la vie de chacun, pas simplement des femmes et des jeunes filles, mais également des hommes et des jeunes garçons. Voilà, ça c'est ce genre d'action qu'il faut promouvoir. Et j'aimerais également promouvoir notre e-magazine, le magazine de notre journée internationale du yoga, parce que dans ce magazine, on souligne ce qui se passe aux Nations Unies, comment est-ce que les Nations Unies voient le yoga, comment est-ce que les gens le pratiquent et quelles sont les ONG accréditées qui adaptent nos principes également, des principes qui sont dans la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui permettent d'avoir de la dignité, du respect, de la tolérance, l'unité, l'harmonie, interdépendance, inclusion, paix, non-violence et prendre des mesures ensemble, des actions collectives pour un objectif commun, pour aider les gens à améliorer leur situation, pour renforcer les progrès dans un domaine ou l'autre. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Je vous encourage également à regarder notre page Facebook. Est-ce que vous pouvez également l'écrire dans le chat? Et puis, Aurore a écrit vraiment
vous a remercié et merci à tous pour vos exemples. Elle a dit que cela me réchauffe le cœur de voir qu'il y a des lumières qui brillent aussi dans la politique. Elle a dit une bougie qui éclaire dans une pièce sombre a un impact tellement plus grand. Donc, merci beaucoup. Vraiment, les gens vous remercient tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est temps pour nous de clôturer la session d'aujourd'hui. Nous avons été ravis de vous avoir ici avec nous. Merci d'avoir été ici avec nous. Merci pour votre intervention. Merci d'avoir souligné tous les points importants. Et je pense que vous nous avez offert une nouvelle vision de l'importance de la règle d'or plus et de ses impacts sur nos vies et notre vie collective. Donc, merci beaucoup, Denise. Merci, Zamling, et merci également à Aysel. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, voudrait ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Oui, je voudrais vous remercier tous, Denise également, de m'avoir invité à cet événement. C'était vraiment très chouette. J'aimerais rebondir sur le commentaire de Monsieur Zamling avec l'introduction d'Internet et de tous ces écrans à l'accès à la connaissance. Nous avons beaucoup de ressources. Maintenant, tout est sur Internet, sur les ordinateurs, mais continuez à écrire parce que je pense que, en fin de compte, tout le monde aime lire. Sauf que nous avons de moins en moins de temps pour lire. Mais je pense toutefois qu'il est important d'écrire et de motiver les jeunes à lire des livres, qu'il s'agisse de livres papier ou sur Internet, sous forme numérique. Ils ont besoin de lire, ils ont besoin de partage de vision et de connaître d'autres visions que la leur. Merci. Abel, tu es là également. Merci beaucoup d'avoir organisé ce sommet incroyable qui rassemble des personnes du monde entier afin que l'on puisse partager de manière simple, comme une famille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pour vous, Sabine, félicitations, vous avez très bien géré, vous avez très bien modéré cet échange. Et je vous ai envoyé un message hier en disant que j'étais disponible si vous avez besoin de moi. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Sabine, Abel, vous savez, c'est un réel plaisir de la part du Comité des Nations Unies d'aider et de sponsoriser cet événement, de promouvoir ces idées de connexion, d'unité et pour nous de mieux comprendre les personnes que nous sommes. Donc, merci Abel, merci beaucoup pour tout votre temps, toute votre énergie, le manque de sommeil. Vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé ce sommet. C'est très, très appréciable. Merci. Merci, Denise. Imaginez si nous étions tous ensemble dans une grande salle
imaginer comment ce serait. Thank you so much for your support. Merci pour votre soutien encore une fois. Merci Denise. Your amazing team. Merci à vous et à votre équipe incroyable. Thank you so much. Merci. Bye-bye. Thank you, everybody. Bye. Merci à tous. Merci. Jessica, merci, Joe. Brian. Merci beaucoup. Merci. De rien, Abel. Yeah, the translator. Merci. And to, yes. Voilà. Thank you. Thank you Thank so you. much. Merci.